avec un de nos clients dans le cadre d'expérimentation, bien sûr, comme je venais de l'expliquer avec notre entité, sur de la conformité, de l'analyse de conformité de transactions bancaires. Alors, donc, tout début, Watsonix, c'est quoi? Donc, en gros, globalement, Watsonix, c'est une solution multiplateforme en soi, multiproduit, qui va accompagner les clients tout le long d'un projet data science. Et là, j'évoque exprès le terme data science, pas de l'IA générative, pas de l'IA tout court, mais parce que ça englobe la totalité de toute l'expérimentation de l'IA, qui va de l'exploration de la data, par exemple avec notre brique watsonix.data, où là, on a un accompagnement, que ce soit sur les bases de données, allant du plus classique vers les données vectorielles actuellement, en ajoutant une couche d'intelligence, bien sûr, sur la découverte de la data, sur l'analyse de qualité, sur de l'optimisation de manière générale dans des utilisations de data science. Watsonix.ai qui va englober toute une partie pour l'entraînement, l'inférence, le tuning et voire même le déploiement des modèles, donc des projets data science. Et là, quand je parle data science, ça part du data science classique, à savoir du machine learning, du deep learning, jusqu'à la partie générative et la partie agentique actuellement. Et on ne peut pas aller dans un projet data science de bout en bout sans mettre à côté la partie gouvernance, à savoir sur sa partie purement mathématique, on dit pour le monitoring et le suivi des performances, et aussi dans sa partie légale et de la partie d'analyse de risque et de conformité, et qui va être gérée principalement par watsonx.gouvernance. C'est une plateforme qui est assez flexible, donc qui se base sur pas mal de briques de open source, notamment sur notre couche qui est Red Hat, donc Red Hat, OpenShift et OpenShift AI, donc qui est une entreprise aussi IBM, donc couche basse. Et petit à petit, on fait quelque chose d'imbriqué qui va de la couche donc des services de base qu'on appelle par exemple la Data Fabric, ou bien sur la partie Watsonix, donc sur les trois briques que je vous ai expliquées, jusqu'à l'intégration sur ce qu'on appelle de l'embedded IA, c'est introduire et intégrer toutes ces technologies-là sur des produits tiers, notamment ceux de IBM. Sur la partie watsonix.ai, qui est la partie un peu qui intéresse un peu les data scientists, outre la partie machine learning, sur la partie générative, on va intégrer trois types de modèles. Donc, premier des noms, c'est les modèles IBM, la famille des modèles Granite, dont la quatrième génération vient tout juste de sortir. Des modèles tierces parties, tels que Mistral, Llama et ainsi de suite. Après, chaque modèle, il va être validé, vérifié par nos services de conformité et de gouvernance pour que le jour où ça va être impliqué et mis dans la plateforme, il va respecter les guidance et les enjeux que présente une plateforme de mise en production à échelle d'entreprise. Et troisième partie, c'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Model. C'est la manière où, par exemple, vous développez un modèle ou vous récupérez un modèle tierce qui n'existe pas dans la liste proposée. Et là, vous profitez de toute la plateforme d'un point de vue inférence et tuning et toutes les fonctionnalités qui vont avec, notamment avec le déploiement pour le mettre. Et comme je vous ai expliqué, petit à petit, ça arrive vers la partie applicative, donc ça monte. Donc bien sûr qu'on va utiliser la plateforme, il y a plusieurs manières. Soit à partir directement en ADK ou SDK, donc de manière assez classique, un système de tokens pour appeler les modèles et les utiliser, que ce soit directement en notebook ou dans des codes, que ce soit Python ou autre, ou bien directement utiliser des produits, donc ce qu'on appelle des embedded IA. Excusez-moi, directement sur des produits tels que Watsonix Code Assistant, tels que Orchestrate sur lequel on va se positionner un peu aujourd'hui. Alors, pourquoi j'évoque ça? Parce que comme je vous expliquais, nous, on a une vision un peu 360 par rapport à un cas d'usage d'IA. Donc là, quand on regarde, on met le cas d'usage au départ et à l'intérieur, on a besoin de plusieurs éléments, en fonction de niveau de complexité, bien sûr. Bien évidemment, pas de data, pas de chocolat. Donc là, c'est le minimum syndical. Donc, on a besoin d'outils pour l'analyse de la qualité, récupérer ces informations-là, bien les comprendre, bien les gérer, à savoir que ce soit d'un point de vue gouvernance, mais aussi d'un point de vue base de données et fonctionnalité. La modélisation qui va avec, la gouvernance pour la vérification,
Et surtout, pour en finir, quand on va partir sur une vision agentique, et ça c'est un peu notre sujet du moment, on a besoin d'un outil, disons que les choses comme ça, qui va orchestrer tout ça. L'orchestration et aller à plusieurs niveaux, que ce soit sur l'interopérabilité des agents en soi, quand on part dans une architecture multi-agentique, sur l'utilisation et la mise en production de l'agent en soi, et le suivi de la solution agentique de manière générale. Alors, tout le monde parle de l'agentique, vous entendez parler partout, c'est le mot du moment. Euh, Par contre, si on prend quelques pas en arrière, l'idée c'est de expliquer un peu pourquoi il fait cette fureur et cette hype actuellement. Donc, juste avant l'arrivée de l'IA générative, notamment avec le mouvement du GPT il y a quelques années maintenant, la création d'assistants ou chatbots, c'était vraiment un exercice assez chronophage qui se base sur des technologies de NLP, Natural Language Processing, à savoir sur des modèles de deep learning, et à chaque fois, comme les noms l'indiquent, donc c'est des modèles qui ont besoin de réentraînement à chaque fois. On mettait plusieurs, on va dire même mois, entre récupération des datas, la création des règles, donc les règles naturelles, et, euh, et l'analyse et le test et la validation des chatbots en soi. Avec l'apparition des LLM, ce que vous voyez, donc voilà, c'est assez évident un peu pour tout le monde actuellement. On a démocratisé ça, on a rendu ces chatbots-là vraiment assez accessibles en se basant sur des modèles de fondation. La partie plutôt textuelle, c'est des large language models. On commence à avoir une certaine flexibilité, une polyvalence et surtout une accélération de développement pour la phase conversationnelle. Je pose une question à LLM, il répond, je suis bien content. Toutefois, il y a un vrai problème qui s'est avéré au fur et à mesure d'explorer cette partie-là, c'est que le LLM, il est très limité par la mise à jour de ses données. Donc, si je prends un modèle aussi puissant qu'il soit, il va être limité par sa connaissance, par la limite de fraîcheur des données sur lesquelles il a été appris, donc il a été entraîné. Donc, ce qui va entraîner de l'hallucination et ainsi de suite. Du coup, on a commencé à réfléchir à une partie plutôt RAG dans un premier moment, et puis on a étendu ça avec la partie agentique pour dire, je vais ramener le modèle à son essence même. L'essence même, c'est comprendre une situation, répondre en fonction du contexte, et à partir de ça, lui ajouter des éléments externes. Les éléments externes qui peuvent être de la connaissance, des outils. Par exemple, un LLM est très moyennement capable de faire des calculs mathématiques. Tout ça, on lui ajoute et comme ça, on peut s'ouvrir déjà l'aspect de mise à jour. Donc, on peut récupérer un LLM qui est capable déjà de faire des tâches de plus en plus complexes, de plus en plus diversifiées, et aussi essayer d'avoir une certaine autonomie. Une fois qu'on a vu ça, on a généralisé ça pour dire, écoutez, un agent peut faire quelques tasks en soi, quelques tâches. Qu'est-ce qui arriverait si on pouvait faire euh, un système multi-agentique, donc relier plusieurs agents, chacun pour sa propre spécialité, ce qui va ramener à des problèmes d'orchestration. Voilà. Ce qui ramène la maille la plus fine du multi-agentique, c'est l'agent en soi. Et donc l'agent, en fait, il va être là avec les trois briques globalement. Première, ça va être plutôt la partie LLM, donc la partie plutôt, c'est l'agent, le cœur même de l'agent où lui va récupérer une information, essayer de la découper en micro-tâches si nécessaire, et à partir de ça, il va être connecté à ce qu'on appelle des tools, donc des outils, c'est des fonctions informatiques, notamment en Python, pour essayer de dire, je ne sais pas, par exemple, si je dis je veux planifier un voyage pour le salon Big Data, donc il a besoin déjà, le LLM va découper cette information pour dire le salon, il y a un salon Big Data qui va s'opérer, donc il faut chercher par exemple la date et le place où il va se faire. J'ai un besoin de voyage, donc j'ai besoin d'une prénotation, donc à savoir que ce soit en train, avion, peu importe, mais à partir de quel endroit, à partir de quelle date, et ainsi de suite. Donc c'est des sous-tâches
qui sont un peu miroirs par rapport au raisonnement humain. Donc, c'est ce qu'il faut avoir toujours en tête. Et à partir de ça, il va essayer de piocher sur sa liste des outils sur lesquels il y a à disposition, par exemple la recherche web pour récupérer des informations autour de la date et l'emplacement du salon Big Data. Des fonctions plutôt système, parce que sur le parti système, il va essayer de récupérer la date d'aujourd'hui pour savoir dans combien de jours et ainsi de suite, et bien la localisation pour savoir quel est mon point de départ, et aussi d'autres types d'outils pour se connecter. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui fait aussi l'originalité de la partie agent, bah, c'est la possibilité d'avoir une notion de mémoire, que ce soit moyen terme ou long terme. Et ça va lui donner la possibilité de boucler, d'avoir un contexte et partir petit à petit sur des raisonnements de plus en plus complexes. Donc, vous voyez, déjà, avec un seul agent, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Avec plusieurs, on va être encore sur un niveau un peu au-dessus. Pour le faire, du moins sur un point de vue IBM, il y a deux manières de le faire. Donc, on peut utiliser, même s'ils sont complémentaires, donc on peut utiliser des bibliothèques open source. Donc, que ce soit les plus populaires actuellement, nous, on a mis à la communauté un framework qui s'appelle le BI Framework. Donc, lui, vous pouvez l'utiliser, il est en open source sur Git pour créer vos propres agents et les administrer, en se basant sur des modèles, notamment les modèles Watsonix. Et puis, vous pouvez utiliser des frameworks, les frameworks populaires, on s'intègre de manière native avec eux, à savoir CruAI, Langflow, LangGraph et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Et par ailleurs, nous, on a proposé une solution d'orchestration de la partie agentique qui s'appelle Watsonix Orchestrate. En fait, qu'est-ce que c'est Orchestrate? Donc, c'est une plateforme d'orchestration d'agents. Donc, elle va donner la possibilité à l'utilisateur de manière simple et surtout industrielle. Donc, on a toujours cet aspect de mise en production qui on garde toujours en tête pour utiliser, donc pour créer des modèles, les linker aussi avec les tools et simplifier cette connexion. Mais pas que, on peut faire appel à des modèles externes ou bien à des agents externes. Voilà. Donc ça, ainsi, avec Orchestrate, ce qu'on a proposé, vu qu'on a une vision vraiment très production ready, donc l'idée c'est d'avoir une solution qui simplifie la mise en production, le déploiement et surtout la scalabilité, on a pensé à créer deux manières de voir les modèles. Donc, premièrement, avec ce qu'on appelle des pre-build agents. Alors, nous, on a réfléchi en fonction des cas d'usage populaires qui se trouvent, mais c'est quelque chose qui s'alimente petit à petit à des agents ou à une architecture multi-agents par thématique, des agents de RH pour la vente, des agents collaboratifs pour les connexions à des sources et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà prédéfini une architecture avec X agents derrière, X tools qui sont déjà connectés. Donc, nous avons plus qu'une centaine d'agents qui sont déjà préfabriqués sur des domaines différents, par exemple pour se connecter à une base SAP, pour la création de tickets, de la gestion des systèmes RH, donc se connecter sur Workday et ainsi de suite. Et il y a des outils déjà préconfigurés avec les connexions qui vont avec, ce qui couvre une bonne partie des cas d'usage. Donc je rebondis, si on a des agents qui sont déjà testés, déployés, ça veut dire que je minimise, donc j'accélère déjà mon cycle de développement pour arriver à une solution agentique le plus rapidement possible. Et secondo, je minimise toute cette incertitude lors du déploiement, le monitoring et le suivi. C'est des modèles, c'est des projets, c'est des agents qui sont déjà prêts à mettre en production. Et on ne s'arrête pas là. Donc, on propose ce qu'on appelle un agent builder. Donc, l'agent builder peut être utilisé de deux manières, je vous montrerai juste après, pour créer vos propres agents. Et quand on crée vos propres agents, qui peut être simples agents, multi-agents, ils peuvent se baser donc déjà sur les modèles disponibles, donc les modèles de IBM, de Watsonix, que ce soit les modèles Granite, via Hugging Face, Mistral, et ainsi de suite, Meta, ou bien on peut y aller directement via Watsonix.orchestrate
propose une AI Gateway. Une AI Gateway, ça veut dire qu'on va utiliser, donc si on est limité parce que le cas d'usage, pour une raison ou une autre, ne sera pas satisfait par les modèles existants, il y a la possibilité d'utiliser des modèles externes, à savoir directement, par exemple, GPT, Claude, et ainsi de suite, Gemini, et ainsi de suite. On ne s'arrête même pas à ça. Donc, c'est pour dire qu'on a c'est une plateforme vraiment d'orchestration globale. On peut même intégrer des agents externes. Les agents externes, donc on va les ajouter en tant que briques supplémentaires dans la définition multi-agentique, qui peuvent se baser soit sur des frameworks open source, qui va être déployé d'une chaîne du créer, ainsi de suite, mais aussi des frameworks ou des agents qui sont un peu plus propriétaires, tels que Copilot. Comme je vous expliquais, il y a deux manières. Donc, il y a une partie plutôt low code, no code. C'est plutôt pour des utilisations qui sont pour une population qui n'est pas forcément développeuse, mais qui a la possibilité aussi, avec l'apparition de l'IA actuellement, donc c'est la démocratisation aussi, on a la possibilité, via les prompts, d'avoir quelque chose d'assez puissant tout en combinant avec le modèle qui va. Mais on ne s'arrête pas là, hein, ça c'est sûr. Donc, on a mis aussi ce qu'on appelle un ADK, un Agent Development Kit, qui est basé en Python, sur lequel, par exemple, vous pouvez créer et linker vos serveurs MCP. Donc, tout ça, comme vous voyez bien, il est bien couvert avec la suite Watsonix et avec une couche supplémentaire de Orchestrate. Donc, Orchestrate peut appeler à la demande, tout dépend de vos besoins, de manière assez flexible, un ou plusieurs briques. Autre chose sur laquelle on a pensé, donc on a réfléchi à ça avec nos labs, c'était assez intéressant aussi de participer sur ce genre d'exercice, c'est que on a essayé de simplifier l'approche multi-agentique. Donc en gros, chaque agent, il va se comporter de la manière suivante. Donc on a un agent, donc le LLM qui va avec, lui c'est un peu la tête pensante, et on va lui filer trois types de catégories, donc son comportement, la tâche qu'il doit faire, et puis la connaissance. Donc sur la tâche et le comportement, ça va être plutôt des guidance, ou bien c'est les tasks, ça veut dire plutôt des tools ou les collaborateurs. Le knowledge, ça c'est un peu plus original. Ça veut dire qu'on va euh, implémenter directement dans l'agent la connaissance en soi. Par exemple, si j'ai des PDF ou une base de données, par exemple le Milvus, pas la peine forcément de créer un tool spécifique. On peut le mettre directement et lui, il va dès que nécessaire. Donc ça, c'est l'intelligence de l'agent. Donc ça, sa partie plutôt LLM. L'utiliser, oui ou non, et quelle partie. Donc pas si, par exemple, je ne sais pas, euh, un cas d'usage qui est assez classique, un agentic RAG, va être plus simple à intégrer comme ça que de manière classique parce que je prends mon agent, je clique sur le bouton, j'ajoute mes knowledge qui peuvent être statiques ou dynamiques, que ce soit une base Milvus, Elasticsearch ou ainsi de suite, ou quelque chose d'autre. Lui, il va faire le nécessaire, récupérer cette information-là et la restituer. Euh, pour la partie, tools, deux manières de voir les choses. Soit, en fait, nous, ce qu'on considère, donc ça, c'est la maille la plus fine, que ce soit un agent administrateur ou des agents ce qu'on appelle collaborateurs, ils auront toujours, on a une vision assez hiérarchique. Donc, on a un premier, donc lui qui peut appeler à plusieurs collaborateurs, et ainsi de suite, tout en fonction de l'architecture et de la vision par rapport au projet agentique qu'on a eu en tête. Du coup, chaque agent peut être directement lié à des tools. Donc, tu n'as pas besoin, même s'il est un agent orchestrateur, donc il vient en haut. Pourquoi on le fait ça? Je reviendrai tout à l'heure sur la partie performance, aussi pour de l'optimisation. Je prends un cas très concret, hein. Supposons, si je reviens sur le cas de tout à l'heure pour réserver, préparer un voyage pour le salon Big Data, à chaque fois, on aura besoin, pour chaque, par exemple sur des tâches, la majorité des tâches, d'avoir une conscience par rapport à la date d'aujourd'hui, par rapport à la date. Et dans ce cas-là, vu que c'est une fonction commune, on va aider et optimiser cette information en l'introduisant directement via l'agent orchestrateur. Ça reste à challenger, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vision des choses, mais ça va être plus simple. Et du coup, l'agent directement dans son contexte, il appelle une fois et on n'en parle plus. Le tools pour avoir la date, il a la date exacte et il diffuse cette information-là pour tous ses collaborateurs.
donc dans le prompt de diffusion. Et à partir de ça, il a une information qui va être très bien faite. Plus concrètement, ça se comporte de cette manière-là. Donc, vous avez ce que vous voyez à gauche, la définition du modèle, donc la définition de l'agent, excusez-moi. Et à partir de ça, vous voyez bien, par exemple, dans le MP Agent Prospect, donc on a trois tools qui sont au-dessus et un agent management qui va être lié à ça. On a la possibilité de le tester, bien sûr. Tout le reste, que ce soit sur du knowledge, je vous montrerai ça, c'est un genre de catalogue que je peux l'introduire. Sur le profil ou sur les behaviors, c'est ce que je vous expliquais, c'est les prompts, c'est les fameux prompts. Le petit bouton en haut à droite pour dire, ça c'est une vision de test pour moi, c'est mon draft. Si je décide qu'il est assez mature et assez satisfaisant, je vais le déployer. Le déployer, ça veut dire que je vais lui donner, je donne aux autres collaborateurs, bien sûr, suivant des règles, des règles de sécurité bien précises, qui peut avoir accès à ça. Pour les plus puristes, on peut aller voir même plus loin, parce que sur la partie, il y a des fonctionnalités potentiellement qui arrivent un peu plus en retard sur la partie no-code, mais qui existent déjà dans le ADK. On peut définir de manière exactement plus précise tout le nécessaire, à savoir la création des agents, c'est en point YAML, c'est une structure assez simple qui est, comme vous voyez juste en bas, les tools en Python, et ainsi de suite. On peut aller même encore plus loin avec la création d'un flux, nous on appelle ça le flux builder, c'est un flux de tools. Là, par exemple, ou avec une partie agentique, purement agentique, avec un appel à un produit, donc on a une partie plutôt, un tools, on a plutôt un aspect probabilistique. Avec le flow builder, on arrive aussi à ajouter, si nécessaire, parce que ça dépend aussi des cas d'usage, un flux déterministe, comme vous voyez là. Donc, une fois que je récupère une information, je dois la classifier et puis je fais quelques informations complémentaires pour arriver jusqu'à la fin. Pourquoi on le fait? Parce que dans certains cas, euh, on ne peut pas être à 100% probabilistique. On ne peut pas donner la main d'un point de vue entreprise, parce qu'on a des enjeux aussi, à 100% au LLM de décider dans ce cas-là. On peut minimiser son aspect, appeler les fonctionnalités, donc appeler la partie agentique et lui va analyser les documents. En fonction du résultat, on peut ajouter une interprétation, appel à d'autres fonctionnalités, mais dans cette partie-là, je dois être extrêmement bien précis, notamment sur les problématiques de conformité. Donc, je peux pas, je dois minimiser les risques d'hallucination au maximum. Je dois avoir une traçabilité maximale. Ma traçabilité maximale par un aspect déterministe. Demain, j'ai un audit par rapport à ce que je suis en train de faire. C'est une information qui est cruciale par rapport à l'analyse de conformité de transactions bancaires. Ben là, je suis tout à fait couvert et tout est traçable, comme vous le voyez là, à gauche, et assez précis. Si je reviens un peu sur la définition de l'agent, donc, ce que vous voyez, donc, on peut changer à la demande le modèle, ce que vous voyez en haut à droite. Là, vous le voyez très bien. Donc là, on a utilisé le Llama 3.2 à 90B, le Vision, mais on a les autres, que ce soit inclus dans Watonix, je rebondis ce que j'ai dit tout à l'heure, ou bien directement, ou bien sur des modèles tierces. Et pour ajouter ça, c'est extrêmement simple. Donc, soit, déjà, je peux choisir en clic-bouton mes niveaux de fiabilité des réponses. Donc, vous voyez, le nombre de chunks de citations que je vais pouvoir récupérer aussi. Donc, en fonction de la largeur du corpus d'informations que je link. Et puis, j'ai la possibilité d'ajouter les documents, que ce soit directement en upload, comme vous voyez. Comme vous voyez bien, donc avec les formats plutôt classiques, que ce soit des docx, PDF, PowerPoint, CSV, et ainsi de suite, ou bien directement à des liaisons directement sur des bases vectorielles, à savoir du Mulvis ou d'Elasticsearch. Tout ça étant dit, tout ça étant déployé,
si je reviens sur le cycle que je vous ai montré tout à l'heure, bon, il nous faut introduire des notions d'observabilité et de gouvernance par rapport à la partie agentique. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Pourquoi je le dis ça? Parce que je vais prendre mon expérience en tant que data scientist. Il est sympa de créer et développer la partie agent, mais après, on va se confronter à la réalité, qui peut être par exemple à des problèmes de latence, parce qu'on ne sait pas, par exemple, combien de fois l'agent va appeler le tools. Et là, ça peut être, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est justifié ou pas? Et ainsi de suite. Et surtout, quand je mets mon agent dans la nature, j'ai besoin d'outils d'évaluation pour que je puisse suivre ses performances dans le temps. Et Orchestrate propose les deux. Petite vision là, c'est pour dire que très facilement, on peut récupérer agent par agent et vérifier où passe la majorité du temps d'exécution. Donc là, hop, vous avez le temps qui a été fait. À partir de ça, je récupère les informations nécessaires, donc les tâches et sous-tâches, avec les input-output nécessaires. Ça va apparaître là rapidement, mais surtout la consommation, là au nombre de tokens. Et là, c'est très intéressant pour moi. Quelles sont les informations qui ont été appelées? Quels sont les tools qui ont été appelés? Oui ou non? Est-ce que ça a été respecté ou pas? Et ça, c'est un niveau de monitoring qui est assez poussé. Vous voyez, on a, par exemple, j'ai un suivi aussi de la latence moyenne pour que je puisse demain, auprès d'un client, auprès d'un projet, pouvoir m'engager et pouvoir savoir quel est mes niveaux de performance. Et pareil, comme vous voyez en bas, c'est une partie de gouvernance où on a une évaluation précise sur l'exactitude de l'information qui va être sortie et un suivi surtout dans le temps pour voir si oui ou nécessaire, il faut revoir les choses. Est-ce que notamment, par exemple, si je fais du versionning par rapport à d'un agent par rapport à plusieurs types de modèles, donc plusieurs types de LLM, quel serait l'impact à terme et quel serait le plus pertinent entre tous? Euh, Donc là, je passe assez rapidement par rapport à la partie modèle gateway. Donc, je vous ai évoqué ça. Donc, assez rapidement, donc on prend en charge la majorité des natures et des natures de modèles, donc des familles de modèles, que ce soit de l'OpenAI, de l'Anthropic, Google, Mistral et Ollama. Ça, c'est via cette plateforme. Et après, derrière, pour changer de modèle, comme vous voyez, c'est extrêmement simple. J'ai un petit bouton en haut pour la partie low-code. Sinon, sur la partie, c'est dans la définition du YAML, dans la partie ADK, je récupère le modèle et c'est fini. Ben, il est déjà intégré et je peux l'utiliser. Donc, tout ça, donc là, on a, et c'est à ce moment-là où on va arriver au cas d'usage réel. Donc, en partant de ces principes ou en partant de ces credos, que ce soit par rapport à l'utilisation de l'IA agentique, donc est-ce que c'est justifié ou pas dans certains cas, et surtout, quels seraient les outils pertinents. Donc, on a fait un exercice avec un de nos clients. On a un exercice qu'on appelle ça du framing, à savoir on se met autour de la table avec le client en s'abstrayant à un certain moment de la technologie, mais en parlant de cas d'usage, quels sont les pain points, qu'est-ce qu'il faut faire au juste. Et on est sorti avec ce besoin-là. Donc, en fait, on est sorti par le fait où on a une certaine exigence réglementaire qui est assez complexe et devient de plus en plus complexe pour les transactions financières bancaires. Et plus précisément, lors de ces dernières années, avec tout ce qui arrive sur le plan géopolitique. Donc, ce qui donne plus de charge aux agents de conformité et surtout donne plus de complexité. Et troisième point qui n'est pas moindre, un besoin un besoin euh, de dynamicité. Donc, on a besoin d'une réponse assez dynamique, assez rapide pour pouvoir prendre une décision si une transaction bancaire va être bloquée ou pas. Et surtout, pourquoi elle doit être bloquée.
et pourquoi ne doit pas l'être. Parce que derrière tout ça, il y a des audits à faire, il y a des implications, notamment dans le financement du terrorisme et de l'emblanchissement d'argent. Donc, ce qu'on a commencé par cette ambition, donc on a essayé de réfléchir sur le sujet en essayant d'analyser le quotidien d'un agent de réglementation dans cette entreprise. Et on a essayé de voir, mettre un peu des milestones, donc des points sur lesquels on va se baser pour essayer d'augmenter bien sûr l'efficacité, donc essayer de voir où l'IA peut alléger et automatiser le travail de l'agent en soi. Il est nulle part question de remplacer qui que ce soit. L'idée, c'est de lui donner des billes pour accélérer et arriver à une décision finale le plus rapidement possible, de la manière la plus fiable, en donnant tout ce qui est nécessaire, l'aidant notamment à monter en compétence parce qu'on a déjà au sein de la même entreprise un certain silotage entre les équipes, ça de 1, donc ça c'est des informations intra-entreprise, mais des informations extra l'entreprise, notamment avec les réglementations qui changent, l'actualité qui arrive et ainsi de suite. Donc ce qui ramène une certaine agilité et bien sûr une certaine réutilisation, donc une certaine maintenance de la documentation qui existe. Alors, ce qui arrive actuellement, c'est que dès qu'une transaction va être du moins soupçonnée, elle va avoir un premier filtrage. Donc ça, c'est tout ce que je vous montre là actuellement, ça va être plutôt c'est vraiment du temps, c'est vraiment extrêmement manuel. Donc, donc l'agent va récupérer donc un premier et l'alerte. Il va essayer de récupérer les faux positifs. Les faux positifs, c'est par exemple le type de faux positif, c'est la ressemblance entre la ressemblance entre les noms de villes. Je retrouve une ville il y a une différence entre une ville qui se trouve en Russie et qui peut avoir exactement le même nom pour une ville qui se trouve aux États-Unis. Donc les sanctions qui sont par type de produit et par région, voire même par pays, changent vraiment. Voilà. Donc, il y a une certaine vérification par rapport à ce contexte-là. Une fois qu'il y a ça, donc il y a une ouverture de ticket pour une demande des pièces justificatives, ce qui explique, ce qui va mettre aussi la demande, donc l'analyse de ces pièces justificatives, vérification de toute l'information qu'il y a dedans, euh, vérification s'il y a une information manquante, s'il y a une information qui n'est pas claire, donc il faut reboucler avec les personnes qui sont à charge de la transaction. Et puis, vérifier aussi que les produits qui ont été faits respectent bien euh, l'embargo ou pas. Une fois qu'il y en a ça, donc supposons que tout ça a été fait, ça a été décidé, donc ça c'est des rebouclages, ben, on va faire une phase de compilation, donc on va récupérer toutes ces informations-là, faire un formulaire bien spécifique qui va prendre en compte la complexité d'un pays à un autre, donc il y a une différence entre un pays qui est en situation de tension et un autre où il n'y a pas de problème avec, dans un sens ou dans un autre de transaction, ce qui, globalement, on parle avec quelques jours hommes, donc a priori par dossier, ce qui est assez important en tant que temps de travail. Effectivement, c'est pas un travail, en fait, les 3 jours hommes que vous voyez là, ça va être plutôt réparti, parce que le temps, par exemple, de faire une demande, d'analyser un justificatif, attendre, avoir une réponse, avoir une validation par un service tiers, et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est assez chronophage. Ce qu'on s'est proposé, effectivement, donc déjà le premier filtrage, on arrive à le faire, donc on arrive à le faire rien que par la partie agentique pour vérifier la provenance, la provenance d'une demande qui se rapporte à quel pays au juste pour pouvoir l'aiguiller vers le bonne case de type de sanction. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez accéléré. Donc il y a une classification automatique. Est-ce que c'est urgente, pas, et ainsi de suite. Et puis, une fois qu'il y en a ça, on va récupérer le bon module d'embargo. Parce que la liste peut être assez significative d'un pays à un autre. Une fois qu'il y en a ça, ben, on commence donc la partie agentique. Donc, c'est un agent orchestrateur que lui va récupérer ces informations. Et en fonction de l'architecture, il va appeler d'autres types d'agents qu'ils ont le rôle d'analyser les contreparties, à savoir la personne morale ou physique
qui envoie ou reçoit la transaction, donc l'achat ou une transaction bancaire classique. Est-ce qu'ils sont sous embargo ou pas? Ou est-ce qu'ils sont sous sanctions financières? Et puis, il va récupérer le contenu des justificatifs, déjà faire un premier tri pour savoir est-ce que c'est assez ou il faut demander, est-ce que c'est assez satisfaisant ou il faut faire un envoi vers expéditeur pour récupérer des informations supplémentaires. Et à partir de l'interprétation du contenu de chaque justificatif, essayer de récupérer ce qu'on appelle le code tariq. Le code tariq, c'est le code douanier qui est unique pour chaque type de produit et sur cette base-là que la sanction va être faite parce que les sanctions sont assez complexes parce que les sanctions vont se faire d'un pays croix produit, mais aussi sous certaines exceptions aussi. Donc à partir de ça, il faut bien définir à partir de la description. Donc la description qui peut être oui ou non fiable. Donc là, il faut récupérer vraiment à la source, donc à savoir les justificatifs, l'interpréter, et ça où le LLM, il va être extrêmement puissant sur ça, pour appeler des informations par rapport au registre des codes tariques pour faire l'analyse et le recoupement. Voilà. Donc là, ça va être limité vraiment par une question simple, parce qu'on est vraiment sur une partie de chat. C'est là où toute la puissance d'outils tels que Orchestrate, pour finir à la génération du rapport. Donc on a un pré-rapport qui va être fait en doc, en Word, derrière contenant déjà tous les éléments nécessaires par rapport à tous les éléments nécessaires qui peuvent qualifier la transaction, donc la date, le contenu, les contreparties, le personne qui a envoyé, le montant, tous ces détails-là, les justificatifs, et à partir de justificatifs, donc la partie exacte des justificatifs qui sont, eux, vont être mâchés dans plusieurs sources, la décision qui va être prise, du moins la suggérée par l'IA, pourquoi elle a été prise, donc en donnant aussi les éléments, donc un rapport bien défini, que lui, une fois qu'il va être validé par l'utilisateur, donc du moins par la décision, peut être ou modifié en partie ou totalement, va être transmis dans un système de fichiers tierces pour qu'il puisse être stocké quelque part pour qu'on puisse le récupérer. Ce qui nous ramène vraiment en termes de chiffres, et ça quelque chose qu'on a commencé à voir et évoquer avec notre client sur une bonne vingtaine d'heures de moyenne par transaction, donc ce qui est un gain considérable. Et donc, on va donner un gain de productivité qui est assez conséquent. Voilà. Pour finir, ce cas d'usage est vraiment s'est adapté dans l'approche agentique, voire même multi-agentique, parce que déjà de 1, le process il est assez complexe. Il a besoin à partir d'une question simple, de recouper et demander plusieurs types de vérifications. Chaque vérification, elle a besoin d'un agent, mais d'un agent qui est spécialisé dans cette partie-là, qui fait appel à des outils de vérification, voire même des informations et des données, des connexions à multiples sources, que ce soit internes ou externes, et surtout une notion de mémoire globale. Donc, on va une certaine interopérabilité entre les agents pour récupérer ces informations-là, les ramener au niveau de l'orchestrateur, donc au niveau du modèle de l'agent principal, pour qu'il puisse gérer et créer le rapport final, tout en ayant ce qu'on appelle the human in the loop, ça veut dire la personne au milieu, qui, elle, va valider étape par étape ou de manière finale tout ce qui a été fait. Donc, pour que puisse aussi l'agent humain, donc l'agent de conformité, prendre la responsabilité de ce qui va être généré et surtout le valider à la fin. Voilà. Moi, de mon côté, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Alain. Merci Mehdi pour cette présentation. C'était effectivement, personnellement, ça m'a énormément plu parce que tu nous as fait
disons, une espèce de promenade depuis le pourquoi du comment de la plateforme, ce que c'est l'agentique et pourquoi l'agentique peut être employée, peut augmenter la productivité, par exemple, d'une banque ou Mm. d'autres acteurs industriels dans différentes industries. Il n'y a pas eu de questions dans le chat. Je pense que la présentation, la façon dont tu l'as présentée, c'était assez compréhensible pour le commun des mortels, à commencer par moi. Et il n'y a pas eu de questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va publier la vidéo de ce meet-up sur les réseaux sociaux. Sur le site Meetup, il va y avoir un lien. Sur LinkedIn, il va y avoir un lien. Et si les personnes ici présentes ou d'autres personnes seraient intéressées de poser des questions, ils peuvent faire des commentaires via ces sites-là. Et on n'hésitera pas à revenir vers eux pour répondre à leurs questions. Avec un grand plaisir. N'hésitez pas, soit de toutes les façons, nous contacter directement. On peut évoquer les sujets ensemble aussi de Alors, manière. il y a des questions qui arrivent. N'allons pas très, Ah, très vite. Il y a des ah, questions qui arrivent. Alors, la première question, quelqu'un demande, est-ce que le MCP correspondrait à ce que fait Watson Orchestrate? Je te laisse répondre. le MCP en correspondrait. C'est un peu complémentaire parce que nous, on donne des catalogues de tools et de agents, mais on donne aussi la possibilité de se connecter à un serveur MCP externe. Voilà. Donc, en fait, MCP, ce n'est pas un orchestrateur, pour être clair. Non, non, ce MCP n'est peut pas un être utilisé orchestrateur. via un orchestrateur, via des agents pour se parler, Tout pour à se fait. connecter, pour se parler. Voilà. Alors, bonjour. Le début du processus repose sur l'alerte. Ainsi, la solution permet un traitement plus rapide des alertes, sans pour autant améliorer leur détection. Oui, oui, dans notre cas, on s'est affranchi de cette partie-là. En fait, c'est un process, le process dans le cas de ce client en particulier n'était pas d'évoquer l'entrée de l'alerte, donc la caractérisation de cette alerte-là. C'est un process qui, lui, il est géré par d'autres types d'équipes. Donc, nous, on s'est mis au milieu. Donc, juste après, donc on récupère une potentielle alerte, on essaie de la catégoriser. Est-ce qu'elle est vraie ou faux déjà par rapport au premier niveau de vérification. Et à partir de ça, on continue tout ce qui est nécessaire. C'est comme je disais, c'est un raisonnement miroir par rapport au raisonnement humain. Donc, on a observé l'agent de conformité, comment il fonctionne au quotidien, et on a essayé de traduire ça en langage IA, ou langage informatique, pour qu'il puisse l'aider au maximum possible. Voilà, je pense que tu as répondu à la personne. Voilà, merci. Commentaire de la personne. D'autres questions? Bon, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire des commentaires une fois que les ressources sont publiées. Merci pour votre participation. Merci à notre présentateur, Mehdi. Merci à tous. Il y aura bientôt une autre session de Meetup IBM sur le sujet de RAG avec DataStax, une des dernières acquisitions d'IBM qui est inclue maintenant dans la partie Watson X Data. Donc, stay tuned, comme diraient les anglophones. Et puis, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.